Bonjour à tous. Dans la présente vidéo, nous allons expliquer ce qu'est l'architecture urbaine comme concept et quels sont ses fondements. Le vocable architecture urbaine a été choisi par le Comité pédagogique national du domaine AUMV parmi 4 colorations retenues pour le master en architecture et qui sont, en plus de l'architecture urbaine, habitat et politique de la ville, architecture, environnement et technologie, et patrimoine bâti et architectural et urbain. Ce réaménagement, faut-il le rappeler, est venu mettre de l'ordre dans le foisonnement incontrôlé de spécialités, dont certaines sont incompatibles avec un diplôme de master en architecture, voire avec la formation de l'architecte tout court. Pour en revenir à l'architecture urbaine, celle-ci vient coiffer des intitulés de master tels que design urbain, urban design, projet urbain, des colorations qui tendent vers l'urbain en partant de l'ancrage architecturale. L'inflation des spécialités et des dérives qui s'en sont suivies, notamment l'éloignement du champ disciplinaire architecture vers des domaines auxquels les étudiants architectes n'étaient pas préparés, ont porté préjudice à la formation de l'architecte. Ça, c'est la première motivation. La deuxième, c'est de sensibiliser l'étudiant architecte sur le thème de la fabrication de la ville. Cette dernière ne se fait pas avec une collection d'objets, de bâtiments-objets disséminés dans l'espace. Chaque édifice construit influe positivement ou négativement sur son environnement immédiat et même lointain. Et c'est cette relation dialectique entre l'architectural et l'urbain qu'il importe de saisir dans toute sa complexité. La pratique architecturale et urbaine en Algérie reste marquée par une culture conceptuelle héritée d'un modernisme débridé et mal compris, et de dizaines d'années d'une pratique stéréotypée qui consacre la rupture entre l'architectural et l'urbain. Du coup, l'espace urbain, réceptacle de notre vie, de nos activités, de nos loisirs, de nos désirs et de nos échecs, reste le parent pauvre de la planification urbaine. Dans bien souvent des cas, c'est un espace résiduel après que les bâtiments ont été posés, soit il est excentré par rapport aux axes de la circulation, des flux, des endroits animés, ou encore manquant d'attributs pour acquérir cette dimension véritable de l'espace urbain complexe, systémique et fonctionnel. Il sera donc question de tous ces éléments, la ville, sa fabrication, mais à une échelle micro-urbaine, celle d'un morceau de ville, mettant l'accent sur comment concevoir un quartier, un complexe architectural comme un campus universitaire, l'espace urbain, ses référentiels, la théorie et la pratique y afférente feront l'objet de vidéos dédiées. Enfin, on terminera par les outils et les méthodes ou comment appliquer les référentiels sur terrain pour aboutir à une véritable architecture urbaine de qualité. Voilà un peu le programme que nous comptons appliquer dans cette matière architecture urbaine et ce aussi bien pour les masters première année que deuxième année et tous ceux qui s'intéressent au concept d'architecture urbaine ou de conception urbaine si vous voulez, parce que on va orienter plus ces cours vers l'application, comment concevoir un espace urbain de qualité. Voilà un peu le programme. On va commencer cette série de cours par un premier cours d'ordre général intitulé « C'est quoi l'architecture urbaine ?» Bien sûr, ces cours sont destinés au master en architecture, option architecture urbaine, qu'il soit de première ou de deuxième année, bien entendu. Le programme va comprendre les éléments suivants. Donc, vous voyez à droite, donc c'est quoi l'architecture urbaine? C'est le cours d'aujourd'hui. Ensuite, on passera aux espaces urbains ouverts. On va les définir. C'est quoi les espaces urbains ouverts? Ces espaces urbains ouverts, pour qu'ils soient réussis, ils doivent obéir à certains référentiels qui ont été élaborés dans le monde entier. On va essayer de faire le point sur les référentiels et éventuellement choisir quel référentiel, pour quel référentiel opter ou de quelle synthèse de référentiel, comment synthétiser les différents référentiels en un seul référentiel applicable pour des cas en Algérie. Bien sûr, il sera question aussi des méthodes pour une architecture urbaine. On fera la revue de quelques méthodes, la méthode de Bentley,
etc. Avec notre méthode, on essaiera de faire le point et d'orienter cette série de cours beaucoup plus vers l'applicabilité. Lorsqu'on parle d'architecture urbaine, en fait, il y a certains principes. L'architecture urbaine ou la conception urbaine. De toute façon, je vais utiliser les deux termes durant cette série de cours. En fait, ces deux concepts, architecture urbaine ou conception urbaine, ou encore composition urbaine, bien que je ne sois pas très favorable pour cette dernière, concernent l'arrangement, l'aspect et la fonctionnalité des villes, et en particulier la formation et les utilisations de l'espace public urbain. C'est ça le plus important. C'est un peu le scope, si l'on veut, de ce qui est convenu d'appeler urban design, maladroitement traduit en design urbain. Donc c'est un peu de l'urban design. C'est de la conception à une échelle micro-urbaine. C'est une conception urbaine, mais pas de la planification urbaine, ni de l'aménagement du territoire. Il ne sera pas question de villes entières, mais des morceaux de villes, de micro-urbanisme. Voilà en gros ce qui est entendu par architecture urbaine. Et donc ce champ disciplinaire a été traditionnellement considéré comme un sous-ensemble disciplinaire de l'urbanisme, de l'architecture du paysage ou de l'architecture tout court. Il est situé au carrefour des trois disciplines que je viens de citer. Si on considère l'échelle ou les échelles d'intervention, on trouve que, par exemple, il y a au moins ces quatre échelles. Une échelle du territoire, donc qui s'intéresse à l'armature urbaine, la distribution des villes au niveau d'un territoire. L'échelle de la ville elle-même, c'est un peu l'objet de l'urbanisme en général, qui est une discipline à part entière qui s'intéresse qui ne s'intéresse pas uniquement aux aspects formels ou morphologiques, mais s'intéresse aux aspects économiques et sociaux, de développement, de distribution des richesses, de création de richesses, etc. etc. La troisième échelle, c'est celle du groupement urbain, du complexe, et c'est cette échelle qui nous intéresse, c'est celle de l'urban design ou de l'architecture urbaine, si l'on veut. Ensuite, il y a bien sûr l'échelle du bâtiment, c'est l'architecture tout court. Globalement. Donc, cette échelle, la nôtre, c'est celle-là en rouge, c'est celle qui nous intéresse. L'architecture urbaine s'intéresse donc à la conception de l'espace public, à la gestion de l'espace public et à la manière dont l'espace public est vécu et utilisé. Elle s'intéresse à l'espace public, ce qui est en anglais appelé the public realm, compris comme l'ensemble des espaces utilisés par le grand public librement et fréquemment. Il comprend les rues, les places, les parcs et même les façades des bâtiments, l'ensemble des vides ou interstices entre les formes physiques urbaines. Un peu d'histoire pour nous éclairer sur ce concept. À la Renaissance, donc les villes étaient planifiées et cette planification a eu une influence considérable sur la pensée de certains grands philosophes et écrivains comme Descartes dans son discours de la méthode, des scientifiques comme Johannes Kepler, Galileo, Galilée, etc. Donc cette planification rigoureuse, orthogonale, obéissant à des règles de la perspective et des ordres anciens, repris à la Renaissance, ont eu une influence très importante sur de grands esprits. Le streetscape, donc cette mise en scène de la rue ou du boulevard de la Renaissance et le stimulus perceptuel donc ont mené au développement de la géométrie tout court. Durant la période baroque, avec Versailles, et donc la conception urbaine a été assurée par une diversité de métiers, des sculpteurs, des architectes, des concepteurs de jardins, des éléments du génie militaire, etc. Au XVIIIe et XIXe siècle, elle a été étroitement liée avec des géomètres et des architectes.
aujourd'hui, lorsqu'on considère le vocable architecture urbaine, on ne peut éluder des travaux précurseurs tels que ceux de Cerda, par exemple, dans sa théorie générale de l'urbanisation, ou encore l'urbanisme de Camille Ocite en 1889. Mais la naissance réelle de l'urban design a commencé avec les cours de la Graduate School of Design à Harvard en 1956, disons plutôt à travers une conférence organisée par José Luis Sert, et dont l'objectif était en clair donc d'explorer, de trouver des bases communes pour le travail donc à la fois de l'architecte paysagiste et du planificateur urbain. Donc il fallait travailler, il fallait trouver des points communs entre ces différents métiers, et ça a mené un peu à la naissance de ce qui est aujourd'hui convenu d'appeler urban design. Le concept donc est né, ses variantes elles sont nombreuses, la composition urbaine est plutôt ancienne, mais elle se limite à une certaine façon avec ses règles précises de perspective, de symétrie, etc. Donc elle se limite à une certaine façon de concevoir les façades urbaines, à concevoir l'espace urbain d'une manière un peu étriquée et limitée. L'architecture urbaine, qui me paraît plus synthétique, plus synthétique comme concept, elle concerne, donc elle s'intéresse au dessin de la forme urbaine et des échelles mineures. Et elle tire ses fondements des arts urbains du passé, et les travaux donc de postmoderne, si on peut se permettre l'expression, un peu des frères Crière, de Riccardo Bofill, etc., toute l'école de la typomorphologie italienne, française et autres, s'inscrivent dans cette démarche du retour vers la ville et de la conception du dessin, quand je dis dessin dans le sens beaucoup plus design, une conception de l'espace urbain. Voilà un peu donc les variantes du concept. On ne peut pas également éluder des travaux fondamentaux, les influences de chercheurs dont l'influence jusqu'à aujourd'hui est encore ressentie, elles sont encore donc étudiées, ils sont encore cités dans nombre de travaux de recherche, mais aussi dans les écoles d'architecture, d'urbanisme, etc. On citera Jane Jacobs, donc avec son fameux ouvrage Life and Death of Great American Cities, paru en 61, la première édition. Kevin Lynch, bien sûr, bien connu, avec donc ses fameux 5 éléments que vous connaissez certainement, et le concept d'imagibilité qui va avec, Gordon Cullen, Christopher Alexander, etc. Donc tous ces auteurs sont inévitables pour essayer de comprendre un peu ce qu'est l'urban design, ce qu'est la conception urbaine à une échelle micro-urbaine. D'autres travaux notables qu'on ne peut éluder aussi, c'est le fameux ouvrage de Rossi, paru en 1966, intitulé L'architecture de la ville. Donc on peut citer également le Learning from Las Vegas de Venturi en 72, College City 78 de Colin Rowe, The Next American Metropolis 93 de Peter Calthorpe, et bien sûr The Sociologic of Space de Bill Hillier et Gillian Hanson, l'ouvrage qui a fondé la syntaxe spatiale, qui a apporté énormément à l'urban design, à l'architecture urbaine, à la conception urbaine, en termes de logique morpho-mathématique très appliquée, qui est corrélée avec disons, le comportement de l'homme dans l'espace. Donc les référentiels, ils sont nombreux, on va les passer en revue dans les prochaines vidéos, mais en attendant, je vais juste vous donner un petit aperçu pour vous mettre en appétit. Et donc globalement, les référentiels, ils essayent de construire une sorte de synthèse des principaux attributs qu'un espace urbain qui fonctionne bien, que les gens s'approprient, est censé avoir. Quels sont ces attributs? Globalement, ils s'articulent autour de certains points qui sont les points suivants. Donc, il faut construire des lieux pour les gens, et pour que ces lieux soient bien utilisés et appréciés, ils doivent être sûrs, donc la sécurité, ils doivent être confortables, variés, attrayants. Ils doivent également se distinguer et offrir une variété de choix, de divertissement.
Les lieux animés offrent des occasions de rencontrer des gens, de jouer dans la rue, de regarder le monde passer, etc. Enrichir l'existant. Un nouvel aménagement apporte toujours quelque chose d'existant. Cela signifie encourager une réponse distincte qui découle et complète son cadre. Créer des liens physiques, d'accessibilité, de connectivité, de perméabilité, mais aussi des liens sentimentaux, d'identification, d'appropriation. Et des liens symboliques. Des liens d'accessibilité visuelle aussi, c'est important. Le travail avec le paysage. La mixité, concept très important. Donc une ville qui n'est pas mixte, qui n'encourage pas une mixité, ou qui ne véhicule pas en son sein une mixité d'usage, de pratique, que ce soit sur le plan des usages, ou des formes, ou des fonctions, ne peut pas être une ville. Les zones à vocation administrative, ou disons globalement monofonctionnelles, sont des zones très pauvres, qui après des heures de travail deviennent des espaces désertiques, des espaces insécurisés, que les gens ne fréquentent pas. Construire un morceau de ville, c'est aussi gérer l'investissement pour que les projets puissent être développés. Un espace urbain résilient, c'est un espace urbain qui peut changer de fonction sans pour autant disparaître ou être complètement démoli. Lorsqu'on parlera des référentiels, ce sera sous cette forme. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont proposé différents référentiels. Chaque référentiel, donc, comprend un certain nombre de critères. On les passera en revue, puis on en fera une synthèse avec un choix. Le choix n'est jamais exhaustif, d'attributs qu'on va essayer de voir comment appliquer sur le terrain. Mais globalement, que doit-on retenir si l'on parle de principes généraux des espaces urbains, de public realm? C'est qu'on intervient au niveau de la structure. On doit constituer un lieu, construire un lieu. On doit instituer des interrelations entre les composantes. On doit travailler la typologie, la densité, la durabilité. L'accessibilité, c'est un concept très important. La lisibilité. Un espace urbain qui n'est pas lisible, c'est-à-dire qui n'est pas compréhensible facilement, ne peut pas être fréquenté, ne peut pas être consommé par les usagers. Le concept de wayfinding est aussi important. C'est aussi un concept que j'ai du mal à traduire parce que il est tellement complexe. Grosso modo, c'est trouver son chemin. Comment trouver son chemin? Et il est lié à la lisibilité, à l'image, l'imagibilité, au caractère, etc. L'animation est aussi importante. Donc, tous ces éléments-là contribuent à générer un espace urbain de qualité. Nous avons tellement souffert de l'absence d'espace urbain de qualité. Je parle surtout du cas de l'Algérie, qu'il est important aujourd'hui de concevoir, de savoir concevoir un espace urbain. Ou, à la limite, si on n'a pas cette possibilité de concevoir, au moins de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et de dire aux praticiens, voilà ce qu'il vous faut pour que vous puissiez concevoir un espace urbain de qualité. Ça, c'était juste un prologue, une introduction. Dans le prochain cours, intitulé Les espaces urbains ouverts, on va définir en profondeur ce que sont les espaces urbains ouverts
on va passer en revue différentes expériences, aussi bien en Algérie, au Maghreb, dans le monde, pour voir que parfois il suffit d'un rien pour qu'un espace urbain fonctionne, et il suffit aussi d'un rien pour que l'espace urbain ne fonctionne pas. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Voilà, merci pour aujourd'hui.